La ruse, un mot qui bien souvent a mauvaise presse chez nous. On pense tout de suite à la trahison, à la malhonnêteté. Mais si je vous disais que dans une autre partie du monde, c'est carrément vu comme la marque des plus grands sages. Aujourd'hui, on plonge dans les 36 stratagèmes, un recueil de tactiques chinoises ancestrales qui va, je pense, pas mal bousculer votre vision de la stratégie. Et on va commencer par s'attaquer à une idée reçue, une grosse. Alors, voilà la question qui pique. Quand vous entendez le mot ruse, je parie que votre cerveau s'allume avec des mots comme tromperie, manipulation, bref, que du négatif. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Et si cette façon de voir les choses, notre façon, nous cachait en fait toute une partie du jeu stratégique? C'est précisément là où je veux en venir. Cette différence de perception, elle est fondamentale. C'est la clé pour vraiment piger la logique qui se cache derrière ces fameux stratagèmes. D'un côté, on a donc la vision occidentale, la nôtre. La ruse, c'est mal, c'est pas droit. Point. Mais de l'autre côté, dans la pensée chinoise, c'est une toute autre musique. Là-bas, la ruse est perçue comme un signe d'intelligence, de sagesse et même de créativité. Utiliser la ruse, ce n'est pas forcément mentir, c'est surtout trouver une solution brillante, une porte de sortie inattendue face à un problème qui semble insoluble. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. L'homme sage, l'homo sapiens, ne peut pas être dissocié de l'homme rusé, le mot dolusus. En gros, la capacité à échafauder des stratégies subtiles n'est pas vue comme une tare morale, mais bien comme une facette essentielle et même admirable de l'intelligence humaine. Bon, d'accord. Mais comment est-ce que cette philosophie se transpose en dehors des champs de bataille des vrais? Par exemple, dans le monde des affaires d'aujourd'hui. C'est là que ça devient fascinant. Pour comprendre ça, il faut absolument connaître cette expression. Shang Chang Rujian Chang. Retenez-la bien. Ces quelques mots sont au cœur de la pensée stratégique chinoise moderne et ils expliquent énormément de choses. La traduction est simple, mais lourde de sens. Le marché est comme un champ de bataille. Et quand on part de ce principe, eh bien ça justifie complètement d'appliquer des stratégies de guerre millénaires, comme les 36 stratagèmes, au monde du business, des négociations ou de la compétition économique. Alors c'est quoi concrètement ces outils? Il faut bien comprendre un truc, tous les stratagèmes ne se ressemblent pas. Et surtout, ils ne sont pas tous basés sur le mensonge pur et simple, loin de là. Contrairement à ce qu'on imagine, seule une petite partie des stratagèmes, à peu près 30%, repose sur la déception pure, sur l'invention d'un mensonge. La grande majorité, près de 70%, sont ce qu'on pourrait appeler des stratagèmes de présence. L'idée ici, ce n'est pas de créer une fausse réalité, c'est de manipuler avec une immense habileté une situation qui est déjà floue, déjà ambiguë. On ne ment pas, on surfe sur l'incertitude. Et la nuance, elle est énorme. Beaucoup d'entre vous connaissent l'art de la guerre de Sun Tzu. Eh bien, il faut voir les 36 stratagèmes comme une sorte de spécialisation, un niveau de zoom supérieur. Sun Tzu a posé les grandes fondations de la stratégie chinoise. Ce recueil, lui, se concentre spécifiquement sur l'art de la ruse et il le fait de manière beaucoup plus concrète, plus structurée. C'est une véritable base de données de la ruse. Allez, assez de théorie. Voyons un peu comment ces stratagèmes prennent vie dans des situations réelles. Parce que les exemples, c'est toujours plus parlant que les grands discours. Premier cas de figure. Imaginez une délégation d'hommes d'affaires allemands qui s'envolent pour la Chine. Ils sont là pour signer un contrat hyper important. Dans leur tête, ils sont confiants. Tout est quasiment bouclé. Alors voilà le contexte. Les Allemands ont envoyé leur version du contrat. Les Chinois ont envoyé la leur. Mais personne n'a formellement dit non à la version de l'autre. Pour les Allemands, qui nous dit mot consent, l'affaire est dans le sac. Sauf qu'une fois Pékin, surprise, d'un coup, des sérieuses divergences sortent du chapeau. La partie chinoise n'a jamais menti, à aucun moment, elle a simplement laissé l'ambiguïté s'installer, la laissant faire son œuvre, pour pouvoir renégocier avec un énorme avantage une fois que les Allemands avaient fait le voyage et étaient psychologiquement prêts à signer. C'est un exemple parfait de stratagème de présence. Brillant, non? Deuxième exemple pour illustrer une autre façon de penser stratégiquement. Cette fois, ça concerne une entreprise de savon, Brunner, qui décide de partir à l'assaut du marché chinois. Ok, donc Brunner arrive en Chine et lance une guerre des prix super agressive. Son concurrent chinois, au lieu de répondre bêtement et de se battre de front sur son propre terrain, va faire un truc génial. Il lance une contre-attaque chirurgicale au Japon. Le marché japonais est beaucoup plus petit, mais il est crucial et surtout très très rentable pour Brunner. D'un coup, Brunner est face à un choix impossible. Il réalise qu'il ne peut pas se battre et gagner sur les deux fronts en même temps. Et que choisit-il? Il protège son précaré, son marché vital au Japon, et se retire de la Chine. La victoire a été remportée non pas par la force brute, mais par une manœuvre stratégique d'une intelligence redoutable. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Finalement, la leçon la plus importante, c'est peut-être de comprendre que notre propre culture, notre propre façon de voir le monde, peut nous rendre complètement aveugles à certaines choses. Et le point qui est vraiment crucial, c'est celui-ci. Ces ruses, elles existent et elles sont utilisées partout, y compris chez nous, en Occident. La différence fondamentale, c'est que chez nous, elles sont souvent instinctives, spontanées. On n'a pas de système, pas de vocabulaire commun pour les identifier, les nommer,
les analyser et donc les reconnaître quand elles se présentent. Et cet aveuglement culturel, ce n'est pas juste un détail, ça a des conséquences très concrètes. Parce que, réfléchissez-y, si vous ne pouvez pas nommer une tactique, comment voulez-vous la voir arriver? Comment l'analyser? Et surtout, comment vous en défendre? Ou même, comment l'utiliser pour votre propre bénéfice? Sans ce vocabulaire, on passe son temps à subir la stratégie des autres au lieu de maîtriser la sienne. Finalement, le plus grand intérêt d'étudier les 36 stratagèmes, ce n'est peut-être pas de devenir un maître manipulateur. C'est simplement de corriger cet angle mort culturel. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Tout d'un coup, vous commencez à voir et à comprendre une nouvelle dimension de la réalité. Une couche qui était là depuis le début, mais qui vous était totalement invisible. Et c'est sur cette question que je vais vous laisser. Maintenant que vous avez cette nouvelle grille de lecture, regardez un peu autour de vous. Au travail, dans les médias, dans vos négociations et même dans vos relations personnelles, quelles sont ces stratégies invisibles qui sont à l'œuvre en ce moment même et qui façonnent, peut-être sans que vous le sachiez, votre quotidien? La réponse pourrait bien vous surprendre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Explainer.